Bonne fête patronale à tous ceux qui se prénomment innocents, puisque ce 28 décembre, nous célébrons les innocents. Alors, bonne fête à vous. Bonjour, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous pour une nouvelle aventure de cette émission Bonjour le Faso. Cette semaine, nous sommes installés au niveau du pic de Naouri pour la rubrique à la découverte 2. Et vous aurez justement un témoignage aujourd'hui de celui-là qui est guide et interprète au niveau du pic de Naouri, qui va nous parler de l'histoire donc de ce pic et surtout des interdits de ce pic. Pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Bébé Kodjo Kambou qui va partager les informations avec nous. Notre invité du jour est Dr Daouda Diallo, le secrétaire général et porte-parole du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, qui commémore l'an 3 de Yirgou, l'an 3 donc du drame de Yirgou. Nous allons connaître justement le programme de commémoration et les activités en vue avec notre invité de ce jour. Nous sommes mardi et dans la chronique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo, nous nous intéressons à la sécurité routière. Comment justement assurer une bonne sécurité routière en ces fins d'année? C'est le thème de ce jour avec Serge Youssef Ouedraogo dans la chronique Un œil sur la société. On s'installe confortablement et direction le pic du Naouri. Nous sommes installés sur le pic du Naouri pour la rubrique à la découverte de cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter un témoignage. Il s'agit donc du témoignage de monsieur Nadiaga Weredera, donc qui est guide au niveau du pic de Naouri. Fatih Sankara l'a interrogé pour nous. Suivons son témoignage sur l'histoire, les interdits. Il paraît qu'on ne doit pas justement ramener un caillou donc du pic de Naouri. Écoutons le témoignage et on revient. Tout d'abord, je suis Natiaga Webilera, fils du chef du Naouri et guide en même temps du pic Naouri. Racontez-nous l'histoire du pic, s'il vous plaît. Ok, l'histoire du pic. Le pic est à Naouri, dans la province du Naouri. C'est le nom du pic qui porte la province en même temps. L'histoire du pic, c'est que ils étaient deux frères qui venaient du ciel, tombés carrément sur le pic. Frère, grand frère et petit frère. En venant, le grand frère est descendu, lui n'est pas blessé. Le petit frère est venu, lui il est blessé, il a caché au pied quoi. Le grand frère dit que non, comme il y a des cailloux ici, on ne peut pas s'installer, construire ici. Donc lui il va descendre, aller chercher s'il gagne un bon terrain. Il va venir amener son petit frère là-bas pour se construire là-bas. Il a tourné. À un moment il a parti vers Apo, il y a un village à côté là-bas. Il a fait ce village Tamwana. Il a parti là-bas voir la terre là. Il dit ici, on va s'installer ici. Il a souri quoi, Tamwana, on sourit. Donc il a oublié le petit frère là. Le pic aussi a donné des médicaments au petit frère là pour soigner son pied là. À un moment donné, le grand frère dit que non, lui va remplacer celui-là pour venir prendre le poste de petit frère là, à côté du pic là. Parce que le pic là c'est une grande chose que Dieu les a donné quoi. Quand il est venu, le petit frère dit que non. Quand tu partais, tu m'as oublié. J'ai blessé, tu ne m'as pas rendu visite même pour voir comment va la santé. Tu m'as laissé ici. Donc moi aussi, je vais rester ici. Ici, c'est Nombrim de mon ancêtre. Nombrim de mon ancêtre, en Gourissi, c'est Naouri. Na, c'est ancêtre. Ouri, c'est Nombrim. Ici, c'est mon Naouri. Voilà un peu l'histoire du Naouri que moi, je connais. La hauteur de 447 mètres. Les interdits, bon, c'est bien vrai, on ne prend pas caillou, on ne part pas avec caillou. Pour prendre caillou ici, il faut que ces gens comme mariage quoi. Il y a des rythmes à suivre, des choses à faire quoi, avant de prendre caillou ici. Si tu prends caillou, peut-être tu vas tomber malade ou bien tes choses vont gâter quoi. Il y a des rituels parce que comme c'est un coin sacré, et c'est le pic qui veille sur le village Naouri et le province en particulier. Dès que tu mets le pic, tu mets ton pied sur le village, tu ne peux pas partir avec le caillou du village. Parce que tous ces cailloux viennent du pic. C'est un coin sacré. Chaque fois, le chef travaille ici. Ici, jamais, je n'ai pas vu qu'on a pris une maladie très dangereuse comme ça, aller à l'hôpital. Sauf les maux de tête. Et bon, c'est tout. Sinon, le reste là, je pense que chaque fois, il y a des rituels que le chef fait. Et puis, il y a des choses aussi, le colline demande. S'il y a un mauvais qui vient,
Si le chef sort consulter, voir, le pic va dire qu'il y a telle chose qui vient, qui n'est pas bon. Donc il faut donner poulet, mouton, ça dépend chèvre, souvent même ça demande bœuf quoi, pour qu'il calme ces choses-là. Si tu montes là-bas, ça peut guérir d'autres maladies. Il y a un ami qui vient de Waiguya, il est venu ici, il est monté une fois. Bon, il disait si le monte dans une étage comme ça, deux escales c'est bon. Mais quand il est venu ici, il peut monter dans un état de 5, 6, 7, 8. Et il y a d'autres qui viennent ici, ils montent comme ça, en même temps c'est bénédiction pour lui. Tu montes, tu demandes, tu montes. Bon, comme si tu peux monter comme ça, tu parles toi seul. Ah, le pire, si tu peux m'aider, si je gagne ça, bon, ça fait un plaisir quoi. Je cherche ça, bon, à toi-même, hein, pas personne, à toi-même, dans ton cœur quoi. Et puis ça va, si tu parles avec un bon cœur, ça va résoudre pour toi. Ça vient de chez nous, donc le pic de Naouri. Et puis bien sûr, il y a beaucoup donc de dires, beaucoup d'histoires et beaucoup de mythes autour donc de ce pic de Naouri qui protège la population du Naouri, qui protège les ressortissants du Naouri. Et comme vous avez pu écouter à travers le témoignage de monsieur Natiaga, donc Oueledera, qui est justement guide au niveau du pic du Naouri, ce pic-là protège toute la population du Naouri et est source de bénédiction. Donc allez-y, grimpez jusqu'au sommet du pic du Naouri et essayez justement de faire un vœu, pourquoi pas, peut-être que les ancêtres qui protègent donc les populations à travers ce pic vont justement vous permettre de réaliser vos rêves. Et surtout, nous espérons que vous allez partir pour la visite touristique, mais surtout pour en même temps pratiquer le sport, parce que si vous arrivez au sommet du pic, vous aurez fait quand même un bon sport, parce qu'on parle de 447 mètres. Donc ça veut dire que vous aurez fait le sport. Et vous vous souvenez justement que Altitude Naouri est une compétition sportive qui se déroule au niveau du pic du Naouri. Il faut justement donc monter sur le pic et c'est une compétition qui se tient régulièrement. Alors pour la suite de cette émission, puisqu'on parle de Naouri, on parle des ressortissants donc du Naouri, nous allons vous inviter à suivre une petite pause musicale d'un des ressortissants du Naouri. Lui, il a décidé de valoriser la culture du Naouri à travers la musique. Il s'agit de Awitu. À l'instant, c'était l'artiste Awitu qui est donc ressortissant du Naouri. C'est l'occasion pour nous encore de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le Naouri, à tous ceux qui nous suivent depuis Pau, en pays Kassena aussi. On vous dit bonjour depuis Tiébélé. En tout cas, bonjour à tous ceux qui viennent de cette zone. Pour la suite, nous allons nous informer et c'est à travers la revue de presse. Aujourd'hui, nous sommes avec Bébé Kodjo Kambou qui va partager les informations avec nous. Vous le savez, c'est important de démarrer la journée avec de l'information. Quoi de plus normal que de suivre la revue de presse de Bonjour le Faso. Et nous disons bonjour et nous accueillons Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Alors, pour les savoir, parcourons d'abord la une, donc une des parutions que nous avons sous la main, à commencer par l'Observateur Palga ce matin. Dans la une de l'Observateur Palga, on peut lire déjà ceci. Coalition citoyenne pour le Sahel, la stratégie du tout sécuritaire a failli. Lutte contre le terrorisme aux racines de l'incapacité de notre armée. Nouvelle en lunaire de Kirktenga, Naba Kango demande au man la paix et l'abondance. Journée promotionnelle de l'aviculture villageoise, les gallinacés comme moyen de résilience socio-économique. Gestion des conflits, Pengri Kuni, point retour aux valeurs culturelles traditionnelles. Assise nationale de la refondation au Mali, un soumou folklorique pour prolonger la transition. C'est à lire dans la rubrique Réga sur l'actualité à la page 5 de l'Observateur Palga ce matin. À la une du quotidien Le Pays et notamment dans la rubrique Révélation, on peut lire ceci ce matin. Exportation illégale de céréales au Burkina, 80 tonnes de vivres en partance pour un pays voisin saisi. Dans la rubrique Actu Foot, on lit ceci. Burkina Faso, sous pression de son club, Giga renonce à la CAN. Disparition tragique de Lagui Yoro. Si j'étais le président du Faso, point de suspension, c'est à lire donc à la page 2. Et dans la rubrique Mardi politique, c'est Edi Kombego qui est à l'honneur et il déclare ceci.
Nous avons le fort sentiment que, compte tenu de l'état de santé du président Compaoré, certaines personnes qui l'entourent abusent de lui. C'est-à-dire donc à la page 7 de Le Pays ce matin, et c'était donc les principaux titres à la une de ce quotidien. À la une de Aujourd'hui au Faso, on lit ceci: santé, fermeture des structures sanitaires illégales au Oué et dans les cascades. L'armée dément la mort de 40 militaires à Seitenga. Saisie de 80 tonnes de céréales en partance pour un pays voisin. Les forces françaises entament une préparation opérationnelle. Desmond Tutu sera inhumé le 1er janvier dans sa paroisse du Cap. Tout ça c'est à lire au niveau des pages 3 et 4 de Aujourd'hui au Faso ce matin. Round final des assises nationales au Mali. Comment refonder un État déliquescent? Une interrogation donc à lire à la page 5. Conflit lié à la terre, de nombreux cas pathétiques dénombrés au Oué. Journée des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, des données pour soutenir le développement. Sécurisation du territoire national, plusieurs terroristes abattus, 10 soldats portés disparus dans un accrochage à Toeni. Lutte contre l'insécurité urbaine, un réseau de malfrats dans les mailles de la police nationale. À présent, la une du journal Le Quotidien. Et on peut lire déjà: Lagui Yoro, l'engagement d'un combattant hors pair. Attaque contre une patrouille de l'armée à Toeni, 10 soldats portés disparus, plusieurs terroristes neutralisés. Revue du programme budgétaire 56 santé publique, le comité ad hoc tient sa deuxième session. Lutte contre le grand banditisme à Ouaga, 4 présumés délinquants écroués. Et nous partons du côté de Bobo Dioulasso pour voir ce que nous réserve la une de l'Express du Faso ce matin. À la une de l'Express, on lit ceci: attaque contre l'armée à Toeni, plusieurs terroristes abattus. Dans la rubrique Autant le dire, on lit: contre le terrorisme, qu'ils viennent le salut tant attendu. Coopération décentralisée, Bobo Dioulasso et Sikasso mutualisent leurs efforts. Vol à main armée, un réseau de 4 malfrats démantelés à Saba. Attaque de la gendarmerie de Seitenga, il n'y a eu aucune victime. Service national pour le développement, 1000 fonctionnaires achèvent leur formation au GIFA. Et nous allons terminer par le quotidien d'État citoyen. Mendicité au Sahel, un danger pour les enfants déplacés, c'est-à-dire donc au niveau des pages 16 et 17. Dans la rubrique Trait de plume, on lit Mali, la petite victoire d'Assimi Goïta. Et l'invité de la rédaction des Citoyens ce matin, c'est c'est Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État. Notre rôle n'est pas de juger ou sanctionner. Donc, voilà ce qu'on peut lire à la une des Citoyens. Et c'est tout donc pour les unes des quotidiens ce matin à Zeta. Merci à toi, Kambo. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Parlons donc d'insécurité pour commencer, des informations suite donc sur notamment la mort de soldats à Seitenga. L'armée oppose un démenti formel. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire ce matin. Depuis en tout cas quelques jours, voire quelques heures, il y a eu ces informations qui circulaient, qui faisaient état de plusieurs attaques simultanées donc à Seitenga. Et ces informations disaient en même temps qu'il y a eu une quarantaine de soldats tués et une quinzaine donc portés et disparus. Alors, ce sont ces informations-là que l'armée dément à travers un communiqué de l'état-major général qui dit qu'il y a eu une attaque sur la gendarmerie de Seitenga, mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Donc ces informations qui circulent sont tout simplement des fausses informations et l'armée les qualifie de manipulations et appelle l'opinion à être donc prudente. Voilà un peu ce que dit le communiqué en substance. Alors, ça peut être vraiment de la manipulation parce que on sait que ce sont des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est encore l'occasion pour nous de rappeler que les uns et les autres doivent observer une certaine prudence quant à la consommation des informations qui sont distillées depuis souvent tous azimuts
sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu difficile et on ne sait pas trop qui est sur les réseaux sociaux. C'est sûr que ceux qui nous combattent aujourd'hui sont également sur les réseaux sociaux et peuvent s'en servir pour manipuler l'opinion, comme le dit bien l'armée. Voilà. Mais en même temps, il faut dire souvent aussi que les gens se fient aux réseaux sociaux parce que souvent, l'information officielle ne dit pas toute la vérité. Donc, quand nous sommes dans cette situation, bon, c'est un peu compliqué, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est l'information officielle qui doit faire foi. Donc, on doit s'en tenir à cela. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine suite donc à l'attaque de la gendarmerie de Seitenga. C'est l'information qu'on peut donner. Autre incident sécuritaire, ce sont ces tirs d'obus dans la matinée du 27 décembre, puisque l'attaque de la gendarmerie de Seitenga, j'ai oublié de le rappeler, c'était le 26 décembre. Mais le 27 décembre, il y a eu un autre incident, ce sont des tirs d'obus sur la base du RIA de Djibo, donc le régiment interarmé de Djibo. Là également, on apprend heureusement qu'il n'y a ni dégâts, ni perte en vie humaine. Donc, on peut dire Dieu merci. Donc, il faut faire attention tout simplement aux informations. Il faut faire attention aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est tout simplement de l'infox. Deuxième actualité, on parle de l'exportation des céréales, le rappel de l'interdiction. Oui, depuis le 7 juillet, il y a eu ce communiqué du ministre Aruna Kabouré en son temps qui suspendait la délivrance des autorisations spéciales d'exportation des céréales. Donc, c'est ce communiqué, cette suspension qui a été tout simplement rappelée par le nouveau ministre en charge du commerce, donc qui vient d'arriver. Alors, à travers un communiqué donc en date d'hier, et c'est un rappel, j'allais dire, qui intervient au moment où certains journaux nous parlent ce matin de la saisie de 80 tonnes de céréales par la brigade mobile des contrôles économiques et de répression des fraudes de Dori. Donc, c'était donc des céréales en partance pour un pays voisin, donc en violation de cette suspension ou de cette interdiction donc, des céréales. Voilà. Donc, c'est un rappel qui tombe à pic, si on peut le dire ainsi. Et cette suspension concerne le mil, le maïs, le sorgho et le niébé. Voilà. Donc, c'est très important de le rappeler parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a le risque de famine qui est très élevé, étant donné qu'aujourd'hui, on a une grande partie du territoire qui est sous menace terroriste, où les paysans, depuis quelques années, n'arrivent pas à produire. Il y a donc nécessité de préserver le peu de céréales que les paysans, peut-être qu'ils sont dans les zones qui, heureusement, ne sont pas inquiétés, ont pu produire pour qu'on ne vive pas une famine gravissime, si on peut le dire ainsi. Donc, je crois que tous les Burkinabés devraient faire preuve de patriotisme et respecter cette interdiction au lieu de souvent contourner j'allais dire, les barrières pour échapper donc, à l'interdiction. Dans la sous-région, le Burkina n'est pas le seul à interdire cela. Le Mali également l'a fait il y a quelques mois maintenant. Donc, ça veut dire que c'est une situation difficile qui vit toute la sous-région. Et chaque pays essaie de prendre des mesures pour protéger un peu ses consommateurs, voilà, d'une certaine flambée des prix. Parce que si déjà les céréales sont rares localement et que ça donne à l'exportation, ça veut dire que d'ici là, peut-être que les citoyens lambda ne pourra plus s'acheter du maïs ou du riz ou du mil. Que lui-même produit, voilà. Ça ne serait pas intéressant. Donc, d'où l'importance donc de rappeler cette interdiction et c'est que le communiqué qu'a publié le nouveau ministre en charge du commerce ne peut qu'être salué et je l'ai dit, il tombe à pic parce que à un moment où on nous parle donc de la saisie de 80 tonnes de céréales qui étaient donc en phase d'être exportées vers un pays voisin. Donc ça ne suffit pas, il faut garder cela ici, si je peux le dire. Bien sûr, il faut garder cela ici, il faut bien quand même se nourrir, hein, et si ça reste maintenant, on peut exporter. Donc pour le moment, si on a des difficultés, on laisse tomber l'exportation. Voilà. C'est une situation exceptionnelle. Oui. Sinon, en ce qui concerne les produits locaux, dans la sous-région, dans l'espace CEDEAO, le principe c'est la libre circulation des biens. Voilà. Mais comme nous sommes dans une situation exceptionnelle, aujourd'hui,
Avant, c'était soumis à une autorisation spéciale, donc les autorisations spéciales d'exportation. Mais vu la situation, la délivrance même de ces autorisations a été suspendue. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour répondre à une nécessité, il faut que les gens se plient à cette interdiction pour préserver un peu, j'allais dire, pour permettre de nourrir facilement les bouches. Vous savez qu'actuellement, il y a quand même près d'1,5 million de déplacés qui ont besoin, par exemple, d'être nourris. Si vous voyez tout cela et que c'est l'argent qui vous intéresse, vous voulez exporter le peu de céréales qu'il y a. Pendant que dans la plupart des zones, on n'arrive plus à produire, bon, ce serait donc ne pas faire preuve de patriotisme. Et je ne crois pas que des Burkinabés dignes de ce Burkindi-là puissent s'inscrire un peu dans cette manière de voir les choses. Direction Guinée à présent, la junte dévoile une feuille de route sans calendrier clair. Voilà. Je sais que la semaine passée, on parlait ici de la transition guinéenne, donc qui jusqu'à présent ne dit pas clairement quand est-ce que ça va prendre fin. Donc, on se retrouve maintenant avec une transition qui dévoile une feuille de route, qui s'engage à tenir des élections transparentes, qui s'engage un peu à tirer les leçons des histoires malheureuses du passé, donc en Guinée, qui en tout cas annonce de bonnes intentions, mais sans dire, voilà, on va organiser les élections à tel délai, on va faire ceci, à tel... Il n'y a pas de chronogramme clair sur la fin de la transition. Donc, ce qui amène déjà une partie de la classe politique guinéenne à s'interroger. Parce que par nature, les régimes militaires, les régimes d'exception n'ont pas vocation à rester éternellement. Normalement, et de tous les temps, de tous les temps, ça a toujours été comme ça. Lorsque un régime militaire arrive, bon, ça c'est après bien sûr les transitions démocratiques que nous avons connues, parce que même au Burkina, il fut un temps où c'était des régimes militaires qui venaient et qui s'éternisaient. Voilà. Mais depuis la fin des années 90, par exemple, on n'a plus vu cela en Afrique. Lorsque un militaire fait un coup d'État qui arrive au pouvoir, c'est pour un temps. C'est pour gérer une transition et puis permettre l'organisation d'élections démocratiques et parties. C'est vrai que souvent, pour le Burkina, par exemple, on a eu un goût d'inachevé après notre insurrection populaire de 2014, où certains disaient qu'il fallait plus de temps à la transition pour pouvoir jeter les bases d'une vraie démocratie, qui, pour certains, voilà, n'est pas le cas actuellement. Voilà, on a eu ce goût d'inachevé. Et quand vous interrogez aussi ici beaucoup de gens, on vous dira que bon, si la transition avait eu plus de temps, on aurait eu ça. Mais cela ne veut pas dire quand même qu'il faut une transition éternelle. Quand vous prenez le pouvoir et plusieurs mois après, bon, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va finir. Bon, ça devient un peu problématique. Donc c'est vrai que ça plaît à certains, vu surtout les actions qui sont posées sur le terrain, parce que Doumbouya pose de très bonnes actions sur le terrain. Il a permis récemment le retour de certaines personnes qui étaient exilées, Sekouba Konaté, Dadis Camara, les deux même se sont rencontrés hier, donc se sont retrouvés, c'était des retrouvailles. Donc hier, il y a de bonnes actions sur le terrain, mais est-ce que ça doit rester éternellement parce que c'est bon quand on sait que vous êtes venu par les armes? C'est ça aussi l'autre question qu'il faut se poser. Donc, je crois que ces interrogations aujourd'hui d'une partie de la classe politique guinéenne, pour moi, sont légitimes. Parce que quand des gens viennent par les armes, et bon, ils ne sont pas pressés de vous dire quand ils vont partir, ça donne lieu à s'inquiéter parce que, comme on le dit, le pouvoir courant. Et comme le pouvoir courant, à force de rester, on peut y prendre goût et ne plus vouloir partir. Alors que venir par les armes et ne plus vouloir partir, bon, je me demande si c'est possible au XXIe siècle. Je me pose cette question. Parce qu'on peut venir balayer le terrain, comme on le dit, jeter les bases d'une vraie démocratie, mais il faut laisser après le peuple faire le libre choix. Mais s'il faut tout imposer, parce qu'on est venu balayer la maison, bon, ça laisse à s'interroger. Voilà. Bon. Nous allons attendre de voir, peut-être que les jours à venir, le calendrier clair sortira. On l'espère. Sinon, si cette transition doit s'inscrire dans l'éternité, je crois que c'est pas bon. Pour les Guinéens, ça pourrait surtout décevoir, même si les Guinéens ne s'en plaignent pas.
Mais je l'ai dit, il y a une partie de la classe politique qui commence à s'en plaindre, qui commence à s'inquiéter. Et je crois que ce sont des inquiétudes qui sont légitimes. Parce qu'un régime militaire ne devrait pas s'inscrire dans une éternité. En tout cas. Voilà. Merci à toi, Kambou. Et puis vraiment, la triste nouvelle aussi dans le monde de la culture, c'est la disparition du général Defao. Il faut rappeler qu'il est décédé hier. Et la dernière fois que moi, personnellement, je l'ai vu sur scène, c'était au Koundé 2021, parce qu'il était là au Koundé. Et il nous a encore fait revivre cette chanson très connue, Amour scolaire. Et nous, on a dansé au rythme de cette chanson. C'était justement les Koundé 2021. Et il a même eu un trophée d'honneur. Il est reparti donc avec un trophée d'honneur. Malheureusement, on apprend hier qu'il nous a quittés. Il faut dire que c'est une star congolaise vraiment qui a fait parler de lui dans les années 1990 notamment. Et il est artiste musicien justement congolais. Il est décédé au Cameroun dans un hôpital de suite de courtes maladies selon les informations. Et nous souhaitons que l'âme du général Defao repose en paix. Et comme on le dit, l'artiste ne meurt jamais puisqu'il vit à travers sa musique. Et nous allons continuer de danser sur le son justement donc de Amour scolaire. Merci, Kambou. On va donc dire paix à l'âme du général Defao. Qu'il repose en paix. Merci, Kambou. Alors, tu restes avec nous. Nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires. C'est l'occasion pour nous de découvrir les couleurs du temps. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons Dr Diallo, Dr Daouda Diallo, du moins, il est le secrétaire général et porte-parole du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, pour parler notamment de l'an 3 du drame de Yirgou, et on revient. Notre invité du jour est bien installé sur notre plateau. Il s'agit de Dr Daouda Diallo. Il est le secrétaire général et porte-parole du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Bonjour Dr Diallo. Bonjour à vous, merci. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Avec vous, nous allons parler de l'actualité, notamment au Burkina Faso, l'actualité sécuritaire, mais nous parlerons aussi de la commémoration de l'an 3 du drame de Yirgou. Vous vous souviendrez que Yirgou a vécu un drame où une quarantaine de personnes ont perdu la vie selon le gouvernement et plus de 200 selon le CISC notamment les 1er, 2 et 3 janvier 2019 lors d'une attaque suivie de représailles à Yirgou. Nous reviendrons donc sur l'histoire. Mais avant de commencer de parler de cette actualité, nous allons justement revenir à l'actualité notamment concernant ce deuil national, parce que nous venons de sortir d'un deuil national de 48 heures suite à la mort de Ladji Yoro et également de ses camarades VDP. Comment vous avez vécu ces moments? Ok, merci. Je pense que c'est un moment difficile. Et chaque fois qu'on apprend qu'il y a une perte en vies humaines, surtout quand il y a un incident majeur qui coûte la vie à plusieurs personnes, à plusieurs Burkinabés, à plusieurs personnes qui se battent nuit et jour pour sécuriser la nation burkinabé, protéger les intérêts de la nation burkinabé et surtout ravitailler les populations en vivre quand on pense à ces commerçants qui ont bien voulu aller à Ouaïgouya s'approvisionner pour aussi venir approvisionner les populations du Tao et qui tombent finalement dans une embuscade qui leur coûte la vie. Je trouve que c'est extrêmement douloureux et il y a lieu quand même de demander à Dieu Tout-Puissant de bien vouloir les accueillir dans son paradis et que leur âme repose en paix. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. Vous avez dit dans votre communiqué que vous étiez en contact avec Ladji Yoro, notamment pour, dans le cadre des précautions à prendre, surtout pour protéger encore et respecter donc, les droits humains. Alors, comment vous collaboriez? Il faut dire que c'est après des propos incendiaires, après diffusion à travers les médias sociaux, à travers les groupes WhatsApp bien sûr des VDP, où ils ont partagé mon image et en me déclarant comme la personne qui défend des individus terroristes et qui en réalité il faut rechercher et vraiment isoler. Donc
après ces messages très, 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 vraiment mal intentionnés, qui nous ont été également relayés, et nous, on a touché qui de droit par rapport à ça. Et au regard de la dangerosité des propos aussi, certains ont estimé, certaines personnes ressources qui sont sûrement proches de l'Aguilloro, lui ont dit, c'est sûr que le monsieur, vous savez que leur organisation, c'est une organisation de droits de l'homme, et puis c'est reconnu. Donc peut-être que ce serait bien de rentrer en contact avec lui. C'est là, sûrement, il a cherché mon numéro, il m'a appelé pour dire, lui voulait comprendre qu'est-ce que je leur reproche, eux, en tant que VDP, et voulait comprendre pourquoi cette déclaration qu'on a faite sur la situation de Argo en septembre 2021, parce que suite à un incident, la femme qui a marché sur une mine, qui a perdu la vie, et la population s'est déportée dans le village de Argo. Donc, elle a brûlé les concessions. Certains étaient beaucoup armés. Donc, du coup, nous, on avait fait un communiqué qui indexait aussi en partie les VDP. Donc, moi, je lui ai expliqué froidement et calmement ce que nous, on fait comme travail. Et lui, il peut être sincère dans son combat. Je lui ai dit ça. Et lui et puis certains de ses camarades, ils peuvent être sincères dans les combats. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de civils qui ont payé les armes, qui, au nom des VDP, agissent sur le terrain. Ils font beaucoup d'exactions, ils font autre chose que la défense du territoire national. Et comment il faut encadrer cela? Est-ce qu'il arrive à contrôler tous les VDP? Il a reconnu clairement que c'est vrai. C'est vrai que comme le ministre l'avait dit, il y a beaucoup qui sont armés, qui sont des civils, mais c'est la situation vraiment qui a amené les gens dans cette situation. Mais sinon, il est d'accord qu'il faut mettre de l'ordre. Donc moi, j'étais vraiment impressionné par sa tempérance, son calme, son humilité à me parler calmement, surtout qu'il a la force avec lui. Mais il a dit vraiment qu'il comprend désormais et que quand il va venir à Ouaga, on allait se rencontrer pour mieux échanger, parce que lui-même, il sait que si on minimise les dégâts que commettent certains VDP, ça va soigner leur image et ça va les soutenir. Et voilà, on s'est appelé quelques fois après ça. Malheureusement, vraiment, ce qui est arrivé. Je trouve que c'est douloureux parce que quel que soit ce qu'on lui reproche, il pouvait être utile à la nation burkinabé, surtout que l'être humain appelé à se corriger, à se perfectionner, à se repentir. Je vous remercie. On sait que vous avez produit un communiqué après le décès de Ladjior et ses camarades. Parallèlement, dans ce communiqué, vous avez dit qu'il faut recruter suffisamment de militaires, suffisamment donc de jeunes notamment pour les former. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en manque d'effectifs? Est-ce que nous avons un problème d'effectifs? Aujourd'hui, je pense que le recours au VDP, l'argument qui avait été avancé, mis en avant par l'autorité, c'est de dire que aujourd'hui, on n'a pas assez d'effectifs pour couvrir tout le territoire national, et au regard des mouvements aussi des groupes armés terroristes, il faut permettre à la population locale de s'impliquer au niveau de la prise en charge sécuritaire. Donc voilà pourquoi nous disons que c'est vrai, il faut protéger les hommes de valeur et qui se battent pour ce pays. Il est inutile de laisser quelqu'un mourir, périr et après sortir avec des grands hommages ou pour des décorations. Non, nous on a dit il faut protéger les hommes de valeur qui se battent pour ce pays. Deuxièmement, s'il y a lieu d'avoir des supplétifs ou des auxiliaires pour appuyer l'armée, il faut les enrôler dans l'armée. Pourquoi nous disons qu'il faut les enrôler dans l'armée? Parce que dans l'armée, il y a une éthique, il y a une déontologie, il y a une méthode de travail, il y a une rigueur, il y a un encadrement. Donc, à ce moment, on va minimiser les risques des exactions, des cas de violation graves qu'on enregistre sur le terrain et qui nous amènent souvent à sortir. Voilà, c'est pas parce qu'on n'aime pas X ou Y qu'on sort, mais c'est parce que tout simplement, on se dit que les populations civiles, l'objectif majeur de la lutte contre le terrorisme, c'est de protéger les populations civiles. Et donc, si les populations civiles se retrouvent exposées ou en danger, ou sont victimes de ceux qui sont censés les protéger, c'est qu'il y a un problème. C'est sûr que si j'étais dans l'armée, on allait savoir qui fait quoi, où, quand et comment. Pourquoi nous le disons? Parce que vous avez écouté l'ancien ministre de la Sécurité
qui avait dit clairement qu'il y avait 1 million, il y avait 500 000 à 1 million de civils armés au nom de VDP, mais qui n'étaient pas reconnus et qu'il était difficile d'appuyer. Donc vous voyez à quoi ça ressemble si chacun peut aller payer une arme et puis venir se positionner comme quoi il est VDP, mais ça pervertit l'esprit même de la loi, et ça pervertit même l'initiative, parce que l'arme est devenue un gagne-pain et certains utilisent ça pour faire autre chose que la défense du territoire national. Maintenant, pourquoi nous le disons? Il faut les enrôler dans l'armée parce qu'il faut les contrôler et les encadrer. Et dans ce sens-là, on pourra mieux maîtriser. Mais il ne faut pas laisser les populations civiles armées à eux-mêmes, à elles-mêmes, ou à vaquer librement. Voilà, parce que souvent dans les patrouilles même, ils se retrouvent à faire des missions qui ne les appartiennent pas. Parce que la loi n'a pas dit ça. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Quand vous prenez par exemple, puisque c'est une initiative locale, donc ils ne sont pas appelés à faire des expéditions. Chacun doit rester dans son village, dans son secteur. Mais vous voyez comment le monsieur s'est exposé. Il s'est exposé parce que normalement, s'il y avait une complémentarité dans les villages, et normalement le ravitaillement ne devait pas poser de problème. Mais avec la douleur, la famine et la faim qui rongeait la population, il fallait quand même aller jusqu'à Ouéguia pour revenir. Donc ça rend la personne vulnérable. Voilà pourquoi moi j'ai... Docteur Diallo, pour vous la solution c'est recruter des gens au sein de l'armée, oui, pour, on va dire, renforcer l'effectif donc de l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les militaires burkinabés sont prêts à protéger donc le territoire burkinabé? Ils sont prêts à risquer leur vie pour sauver les Burkinabés autant que les VDP? Ok, en fait, je pense que le terme soldat désigne, la définition c'est la personne qui est payée pour défendre, pour protéger les populations. Donc, la question aujourd'hui de dire qu'il faut recruter massivement, mais vous avez recruté des gens au niveau local. Mais quel est le problème, à partir du moment où ils défendent le territoire burkinabé, quel est le problème de les enrôler en même temps dans l'armée? Ils travaillent pour le compte de l'armée au niveau local. Ils sont affectés au niveau local, ils travaillent pour le compte de l'armée, pour la défense du territoire national. Parce que, c'est comme je dis, l'arme, la question de la sécurité, ce n'est pas une question d'amateur, c'est une question de professionnel. Et l'arme, on sait que c'est très sensible. Quelqu'un qui se retrouve du jour au lendemain détenteur d'une arme qui devient tout puissant, s'il n'y a rien pour le contrôler, pour le suivre, c'est sûr qu'il y aura des débordements. Donc, aujourd'hui, les risques, il ne faut pas minimiser les risques que prennent aussi nos forces de défense et de sécurité tous les jours. Il y a eu Inata, c'est toujours proche. Mais il y a combien qui ont été tués là-bas? Mais c'est au nom de quoi? C'est au nom de la défense du territoire national qui se sont retrouvés à Inata. Au moins une cinquantaine ont perdu la vie humaine là-bas. Donc, dire que l'armée, les forces de défense et de sécurité ne prennent pas de risques au même titre que les civils, je trouve que quelque part on minimise le risque ou vraiment le sacrifice que ces forces de défense et de sécurité font tous les jours pour le peuple burkinabé et pour la nation burkinabé. Voilà, je trouve qu'il faut vraiment, faut pas mettre, l'erreur aussi qu'on commet, c'est de vouloir mettre les VDP en avant. Quand vous évoquez, vous mettez les VDP en avant, mais du coup, l'autre qui est censé le faire, peut être dans une position d'observer. Voilà. Donc, il faut mettre ceux qui sont chargés et spécialisés à faire la question, il faut les mettre en avant, il faut leur donner les moyens, il faut traiter ce qui ne va pas. Parce que la question des équipements, la question d'implication, vous avez suivi entre-temps la police qui se plaignait comme quoi elle voulait être dotée d'un certain type d'armes, d'un gabarit qui lui permettrait de faire face à l'adversité de l'ennemi. Mais la police n'a pas été écoutée et on s'est cantonné à des principes et autres pour dire qu'il ne doit pas être équipé en termes de tel type d'armes. Mais elle se retrouve aujourd'hui un peu en marge par rapport à la lutte contre le terrorisme. Mais les militaires, les bérets rouges, ils sont à quel niveau? Quelle est la part de responsabilité qui leur est confiée? Donc il faut
toutes les composantes. L'armée doit être impliquée dans toutes ses composantes, dans toutes ses dimensions. Certains observateurs parlent justement aujourd'hui de malaise au sein de l'armée. Oui. Certains responsables ne s'entendraient pas, et ce qui ne facilite pas les choses. Est-ce que quelque part, si on amène par exemple les VDP ou des civils, on les enrôle dans l'armée, est-ce que ça ne va pas encore créer un autre problème? On sait que l'armée, c'est la discipline, ce sont les ordres et tout. Les hommes sur le terrain aujourd'hui disent souvent qu'ils voient peut-être le danger. Ils demandent souvent l'accord donc à leur hiérarchie pour agir ou décanter une situation. Et après, le OK ne vient pas tôt. Quand ça ne vient pas tôt, malheureusement, des drames peuvent survenir et après, c'est vrai, les hommes sur le terrain, je parle des soldats, veulent bien agir, mais quand ils n'ont pas le OK de leur hiérarchie, ils ne peuvent pas bouger. Ce n'est pas le cas pour les VDP et les autres civils qui sont justement dans la défense de la patrie. Est-ce que si jamais on ramène tout le monde dans le carcan militaire là, est-ce qu'on ne risque pas encore de se retrouver avec les mêmes problèmes? Il faut attendre que la hiérarchie donne le OK et ensuite, parce qu'on est en période de crise, en période exceptionnelle, et est-ce que toutes les solutions ne sont pas bonnes justement pour sortir le Burkina de cette crise? Non, en fait, toutes les solutions ne sont pas bonnes, ne sont pas forcément bonnes. Mais moi, je vous dis, en fait, les VDP, pour ceux qui sont disciplinés, parce que c'est des supplétifs de l'armée, donc ils doivent obéir aux ordres des différents détachements ou brigades de gendarmerie qui sont au niveau local. Donc, le fait de dire qu'ils doivent, s'ils tiennent toujours coûte que coûte à obéir, oui, ils ont l'obligation d'obéir et de respecter les consignes qui leur sont données. Maintenant, pour ceux qui ne respectent pas les consignes, c'est qu'ils sont dans une attitude d'indiscipline. Et s'ils sont dans cette logique, c'est pas bien également d'avoir des unités sur le terrain qui n'obéissent pas à la hiérarchie, qui n'obéissent pas aux ordres. Parce que tout système qui n'est pas organisé, ça pose problème. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut permettre vraiment d'être très rapide en termes de prise de décision, en termes d'exécution de décisions sur le terrain, mais pour faire face à un adversaire, pour démanteler un adversaire, pour traquer un adversaire, je ne pense pas que le hockey est systématique. Par exemple, ceux qui étaient à Inata, vous pensez que s'ils avaient les moyens de se défendre convenablement, ils n'allaient pas le faire? Non. Donc, souvent, la question des moyens qui sont souvent évoqués et équipés, c'est-à-dire, c'est depuis avant même l'avènement des VDP que ces questions se sont posées, la question des équipements, la question d'assistance de l'armée. Mais est-ce que vous imaginez que souvent, il y a des unités de l'armée même qui, lors de leur patrouille, les véhicules tombent en panne? Les véhicules tombent en panne. Ça arrive beaucoup dans les régions. Mais il faut souvent même des citoyens de bonne volonté qui interviennent pour les soutenir. Donc, aujourd'hui, là, le problème, c'est à un autre niveau. Autant il faut engager l'armée dans toutes ses composantes, dans toutes ses dimensions, autant aussi, parallèlement, il faut assainir et lutter contre la corruption. Parce que pour quelqu'un qui prend un marché pour approvisionner notre armée en équipement adéquat pour lutter contre le terrorisme et qui amène des gilets pare-balles troués ou du matériel vraiment désuet. Ou des hélicos non adaptés. Voilà, ou des hélicos non adaptés. Mais cette personne qui fait ça à notre armée, ce n'est pas à l'armée seulement il pose le problème. Il détruit tout le peuple burkinabé, il détruit la nation burkinabé. Mais pourquoi ça va rester impuni? Pourquoi on va l'observer? Parce que tout simplement il a des corrections avec certains décideurs et autres. Non. Non. Aujourd'hui, c'est la nation burkinabé, c'est le pays qui est en danger. Il faut traiter vraiment correctement le problème pour qu'on puisse s'en sortir. Sinon, vraiment, c'est difficile. Quelle est la solution pour vous pour sortir les Burkinabés de cette crise sécuritaire? Ok, pour moi, ce n'est pas du tout compliqué. Pourquoi je l'ai dit? Il faut arrêter de miser, de faire du tout militaire ou du tout sécuritaire. Parce que cette stratégie du tout militaire a failli et a montré ses limites. Deuxièmement, il faut mettre au centre de toutes nos prises de décision la protection des civils. Parce qu'en protégeant les civils, on a la chance d'avoir la collaboration
entre l'armée et les populations et pouvoir inclure les populations dans cette lutte contre l'insécurité. Troisièmement, il faut traiter la question humanitaire, la détresse humanitaire aujourd'hui qui prévaut sur le terrain. Mais quel que soit le problème, l'opération militaire que vous allez mener, libérer une zone, mais si la zone est inoccupée, elle appartient toujours à l'ennemi. Donc, comment aujourd'hui assister du point de vue humanitaire les populations civiles, ça doit être au centre de nos préoccupations. Comment organiser les retours au niveau des zones, des villages qui ont été libérés, ça c'est très important. Troisièmement, la dimension de la lutte contre l'impunité et l'injustice. L'impunité et l'injustice, ce sont les éléments aujourd'hui qui nourrissent le terrorisme. Pourquoi nous le disons? Il y a eu beaucoup d'exactions de masse, des crimes de masse, qui sont restés impunis. Vous connaissez les faits, les dossiers, par exemple, le dossier de Ban Kain, le dossier de Yirgou, le dossier de Tamalbougou, le dossier de Barga. Mais c'est tous ces dossiers où on a cité, on connaît très bien les présumés auteurs, les suspects sérieux qui sont auteurs de ces cas d'exaction. Mais jusqu'à présent, ces dossiers-là bénéficient d'une certaine impunité. Mais ça nourrit quoi? Ça nourrit l'injustice, ça nourrit l'impunité. Et ce qui amène les populations civiles à être piégées par les groupes armés terroristes qui viennent leur proposer la justice, qui viennent leur proposer la vengeance, qui viennent leur proposer la haine pour se venger sur ceux qui sont auteurs de ces crimes. Donc, du coup, si on prend en compte ces 4 dimensions, tout en prenant en compte une bonne gouvernance sur le terrain, la transparence dans la gestion de la chose publique, je pense qu'on va s'en sortir. On vous aurait compris, hein. On sait que vous êtes réticent quant au don des armes donc aux civils ou à la détention des armes par les civils. Surtout, vous dénoncez notamment des dérives de certains VDP et dans ces groupes d'autodéfense aussi, dans ces groupes de volontaires, on retrouve justement des membres des groupes d'autodéfense comme les Korwito, les Dozo, et vous dénoncez le fait aussi que certains qui détiennent les armes font des dérives, et on va dire que c'est votre combat depuis notamment donc le drame de Yirgou. Alors, est-ce que il y a un lien aujourd'hui entre votre position contre les civils armés et ce drame de Yirgou justement? Ok, merci, mais il y a une précision que je compte faire. Pour nous, on ne combat pas les civils armés parce que c'est des civils armés. Non. Et aujourd'hui, observez très bien, il y a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, la loi portant sur la création des VDP. Mais dès l'annonce du président du Faso en novembre 2019, dès que le président du Faso a annoncé, les gens, certains, par exemple quand vous prenez la commune de Arbinda, je vais citer clairement, vous prenez la commune de Arbinda, à Solé, mais ils n'ont même pas attendu que la loi soit adoptée pour qu'ils créent les VDP. Ce qui est extrêmement dangereux. Deuxièmement, quand la loi a été adoptée, dans la mise en œuvre, je me demande quelle est la disposition de la loi qui a été respectée. Puisqu'on dit, on recrute au niveau local, dans la transparence. Et ceux qui désirent être volontaires, leur candidature doit être connue, présentée à la population au niveau local. La candidature doit être validée par la population locale. Et après, enquête de moralité, on estime judiciaire d'enrôler la personne comme VDP pour faire le travail de sécurisation au niveau local. De toutes ces étapes, aucune étape n'a été respectée. Vous verrez simplement, demandez. Dans la plupart des villages ou les communes, on parachute du jour au lendemain des civils avec des armes, peut-être même qu'on connaissait très bien sous l'étiquette Kokonoyogo, mais qui se retrouvent désormais avec une arme équipée au nom des VDP. Mais quelle est l'image que ça renvoie à la population? D'abord, il y a un manque de transparence dans le recrutement. Deuxièmement, pas de rigueur dans le recrutement parce qu'il n'y a pas eu enquête de moralité. Et troisièmement, donc ça ouvre la porte à des règlements de compte. Parce que X, tu avais dragué sa femme, ça n'a pas marché, désormais il a une arme, il profite de venger de toi. Parce que X a des animaux, il n'a pas une arme, moi j'ai une arme, je n'ai pas pillé ces animaux. Et ça ne fait
aggraver et porter haut les violations et la violence sur le terrain. Voilà pourquoi nous disons la manière dont la loi a été opérationnalisée sur le terrain, la loi sur les VDP est devenue un facteur d'exposition des populations civiles. Ça montre les populations les unes contre les autres. Posez-vous la question, pourquoi dans les villages où il n'y a pas de VDP, ces villages sont en paix? Il y a beaucoup de villages aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de VDP de Kokolowewo, qui sont en paix. Ça ne veut pas dire que les groupes armés ne traversent pas. Ils traversent la zone, mais ils ne s'en prennent pas à des populations civiles. Mais partout où il y a des VDP, quand vous prenez les villages comme Silgagi, Nagraogo, Kodiel, la plupart de ces villages qui ont été attaqués, c'est parce qu'ils hébergent des VDP. Et si vous vérifiez bien, vous allez voir qu'il y a des injustices et de l'impunité qui a nourri souvent certains affrontements et certaines attaques, ce qui est vraiment un piège pour nous. Donc la question des VDP, la loi là, soit on la respecte, soit on la révise s'il y a des problèmes. Sinon, on ne peut pas continuer aveuglément à mettre en œuvre une loi qui n'est pas respectée sur le terrain. C'est de cela qu'il s'agit et c'est cette position de principe que nous combattons. Pour ceux qui pensent que c'est une loi qu'on ne doit pas attaquer, je signale très bien que l'apartheid et le nazisme étaient adoptés par des lois. Mais ces deux fléaux ont été combattus parce que étaient vraiment des mesures très arbitraires et très destructives en termes de vie humaine. Voilà. Parlons maintenant de la commémoration de ce triste anniversaire du drame de Yirgou. Comment vous comptez marquer ce 3e triste anniversaire de Yirgou? Oui, pour l'anniversaire de Yirgou, nous avons d'abord déjà fait une conférence de presse où on est revenu un peu sur certains aspects. Deuxièmement, on compte mettre cela à profit pour vraiment avoir un cadre de réflexion, un peu analyser froidement la situation nationale sur le volet droits humains, sur le volet sécurité et en termes de perspective qu'il faut décliner. Donc voilà pourquoi nous avons prévu organiser un panel le 8 janvier à partir de 9h30 pour pouvoir réfléchir sur les axes que j'ai évoqués et nous permettre aussi de nous armer, de nous outiller très bien en termes d'idées pour mieux avancer. Troisièmement, nous comptons organiser une journée de communauté dans le centre nord, permettre aux communautés de se parler franchement et de voir comment elles peuvent être complices ensemble pour ramener le vivre ensemble qui était beaucoup connu et le Burkina était admiré pour ça. Comment ramener ça? Comment déjouer les pièges de l'ennemi qui nous a piégés aujourd'hui et qui monte les communautés ou les populations les unes contre les autres. Donc c'est ça l'important de la journée de communauté que nous comptons organiser toujours dans le mois de janvier, peut-être vers la fin du mois, pour vraiment trouver un cadre de mettre les Burkinabés ensemble, faire face à l'ennemi, protéger les populations burkinabées. Il y a une communication qui est prévue sur le thème quel lien entre les violations des droits humains et la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce thème? Ok. En fait, vous voyez que après le drame de Yirgou, il y a eu 6 mois après une dégradation de la situation sécuritaire dans le centre nord. Et cette dégradation de la situation, ça a évolué progressivement vers le nord, vers l'est du Burkina. Et aujourd'hui, en train d'évoluer vers le sud-ouest, vers les cascades. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pourtant... Il y a un lien selon vous. Pourtant, l'État aussi prend des mesures depuis là pour pouvoir soulager les populations. Mais avec tout ça, la crise évolue. Pourquoi? Pour nous, c'est l'occasion de s'intéresser sur le pourquoi. Deuxièmement, on s'interroge également, est-ce qu'il y a un lien entre les violations des droits humains et puis la dégradation de la situation de sécurité? Donc, on a des spécialistes, des experts qui vont aussi donner leur vision du terrain, les connaissances du terrain. En fonction de ça, nous, ça va perfectionner nos stratégies et nos méthodes d'intervention sur le terrain pour mieux soulager les populations. Parce que nous aussi, c'est notre part de contribution dans la lutte contre le terrorisme. Et parce que nous, on n'a pas les armes, tout le monde ne peut pas manipuler l'arme. Et vraiment, on se veut tous complémentaires pour apporter notre touche aussi à la construction de l'effort national.
Il faut venir suivre cette communication pour justement comprendre quel lien entre les violations des droits humains et la dégradation de la situation sécuritaire. Et sur le plan judiciaire, comment avance le dossier Yirgou? Oui, le dossier Yirgou, très sincèrement, ça avance timidement, mais il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés parce que, vous savez très bien, le procureur du tribunal de grande instance de Kaya avait pu faire un travail assez spectaculaire, avait pu quand même identifier, poser le diagnostic, qu'il avait identifié au moins 180 suspects sérieux qu'il fallait poursuivre. Et sur la liste des 180, il n'y a qu'une dizaine qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, il y a 11 toujours en prison. Bien qu'il y a beaucoup de pression pour faire libérer ces 11, parce qu'on estime qu'avec la dégradation de l'insécurité, peut-être qu'il serait utile qu'il puisse sortir et puis agir en tant que VDP sur le terrain. Voilà, c'est ce que semble se dessiner. Deuxièmement, il y a un problème également avec les pièces justificatives, parce que après la liste officielle que la justice avait, en écoutant les témoignages et les victimes, il y a des victimes qui sont venues également se plaindre auprès de la justice ou qui ont affirmé auprès de la justice des cas de perte de leurs proches, des cas de perte de leurs parents, mais qui n'ont pas de certificat de décès pour le prouver autre. Donc tout ça, c'est... Troisièmement, il y a la question d'accessibilité des victimes et de certains témoins qui certains ont été éliminés avec la dégradation de la situation sécuritaire, et d'autres aussi ont été obligés de se déplacer hors de la région du centre-nord pour se mettre à l'abri, pour être en sécurité, ou même quitter le pays. Donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains témoins ou certaines victimes qu'on n'a pas pu écouter ou qu'on n'arrive pas à écouter. En dehors de ça, les magistrats qui sont sur le dossier manquent aussi des moyens matériels et financiers pour pouvoir vraiment faire correctement le travail. Parce que souvent, vous voyez, le travail se fait souvent à Kaya. Souvent, les victimes, ils étaient à Barsalgo. Il faut se déplacer à Barsalgo. Peut-être il faut les faire venir. Donc, ça, c'est une question logistique. Aussi, certaines auditions doivent se faire à Ouaga, parce que les suspects sérieux sont emprisonnés à Ouaga. Il faut venir les écouter. Plusieurs fois, il faut les confronter avec les témoins et les victimes. Et donc, ces va-et-vient nécessitent quand même une certaine prise en charge, les questions logistiques, et également ces charges-là, il n'y a pas des éléments financiers pour permettre de couvrir vraiment ces dépenses suscitées par vraiment ce que la justice veut réellement pour travailler. Le gouvernement burkinabé avait pris des engagements pour mettre à disposition des moyens, mais jusqu'à présent, peut-être que les moyens ne suffisent pas. Sinon, jusqu'à présent, il y a des problèmes de moyens sur le terrain. Docteur Diallo, aujourd'hui, quelles sont vos doléances vis-à-vis de ce dossier? Notre doléance, c'est de demander d'abord aux autorités, aux décideurs, d'être vraiment sincères sur le dossier Yirgou et de le traiter avec une certaine célérité et spécificité pour que cela ne se répète plus jamais dans notre pays. Yirgou, c'est une tache noire, c'est une plaie au cœur de la République. On ne peut pas s'amuser avec un dossier de crime comme Yirgou. Parce que ça doit servir d'exemple à tous les Burkinabés qu'on ne peut pas se lever tuer son voisin parce qu'on n'aime pas son voisin. Deuxièmement, il faut mettre les moyens à la disposition des acteurs de la justice pour qu'ils puissent traiter le dossier convenablement, afin qu'ils puissent vraiment réussir le traitement de ce dossier et soulager les victimes. Et troisièmement, il faut vraiment comprendre que autant on fait les opérations militaires sur le terrain pour sécuriser le territoire national, il faut aussi des opérations judiciaires pour sécuriser le territoire national. Parce que c'est la seule façon de garantir aux citoyens burkinabés qui ne sont pas traités différemment, mais qu'ils sont dans la République
et leurs préoccupations sont prises en compte. Vous luttez contre la stigmatisation des communautés. Et sur ce point, est-ce que vous sentez que quelque part il y a certaines communautés qui sont contre d'autres communautés? Non, oui. En fait, au Burkina, ça c'est très bien que chaque communauté, chaque ethnie, même si je n'aime pas trop le terme, reçoit une dose de stigmatisation en fonction de sa position géographique. Ça dépend de là où on se trouve. Oui, ça dépend de là où on se trouve. Par exemple, mes frères, moi aussi, j'ai dit mes frères, moi aussi, parce que je suis parenté avec eux. Donc, par exemple, vous partez à l'ouest du Burkina, le sentiment de perception des Mossi, bien qu'ils soient majoritaires au Burkina, ils sont victimes de la stigmatisation. Ça fait qu'il y a des problèmes de terre qu'ils exploitent aujourd'hui, qui sont en train d'être retirés entre leurs mains. Et régulièrement, il n'y a pas longtemps, c'était en 2012-2013, il y a un conflit sanglant à Solenzo. C'était les Mossi et puis les Boaba. Et donc, c'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on est à l'abri de la stigmatisation. Les Peuls aussi, en fonction de leur position géographique, ils sont aussi stigmatisés. Même la stigmatisation n'est pas seulement extérieure, elle est même souvent intérieure. Il y a la stigmatisation intracommunautaire, souvent. Il y a aussi les Bissa qui sont stigmatisés. Si vous écoutez, si vous revoyez un peu les images qui sont sur YouTube lors de la campagne de 2015, mais il y a certains qui se donnaient à cœur joie de dire un Bissa ne peut pas être président du Burkina Faso. Nous, on a entendu ce genre de propos, et même qui ne viennent pas de n'importe qui, des acteurs très influents qui voulaient même prendre le pouvoir, qui se permettent de dire ça, qu'on ne peut pas donner la destinée de ce pays à un Bissa, parce qu'on dit souvent que si tu rentres dans un puits et que tu trouves un Bissa et puis un serpent, il faut tuer le Bissa, tu laisses le serpent. Mais c'est des trucs comme ça qui détruisent le tissu social, qui détruisent le vivre ensemble. Aujourd'hui, on doit se considérer burkinabé entre nous. Et on doit comprendre aussi que la stigmatisation est un danger pour tous, qu'on soit majorité ou minorité. La stigmatisation est un danger pour tous. Monsieur Alkonota est terminé. La dernière question sur la réconciliation nationale, est-ce que c'est justement des solutions aussi que doit apporter la réconciliation nationale, notamment le forum qui doit se tenir le 17 janvier prochain, du moins, ça, concernant ces stigmatisations des communautés? Est-ce que la réconciliation doit apporter aussi une solution concernant ces stigmatisations? Oui, je pense que c'est un élément très important qu'il ne faut pas ignorer. Et je pense que le ministre d'État chargé à la réconciliation, il est très sensible à la question, parce que dès son investiture en 2020, il est venu nous rendre visite et prendre connaissance aussi du travail qu'on fait et des difficultés qu'on avait. On lui a évoqué également nos préoccupations, et la question de la stigmatisation lui a été vraiment soumise. Lui a été présenté clairement, et il a vraiment dit qu'il a compris notre préoccupation et qu'il va intégrer cette préoccupation dans la dynamique de la réconciliation nationale, que je souhaite qu'elle soit vraiment inclusive, qu'elle soit non partisane, qu'elle soit vraiment menée avec toute la rigueur nécessaire pour qu'elle soit vraiment une véritable opportunité pour la démocratie burkinabé. Merci d'être passé. Merci. Nous recevions pour vous Dr Daouda Diallo. Il est le secrétaire général et porte-parole du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Ce collectif qui suit le dossier Yirgou et qui va commémorer le triste anniversaire. Donc c'est l'an 3 du drame de Yirgou. Vous vous rappellerez que les 1er, 2 et 3 janvier 2019, il y a eu un drame du côté donc de Yirgou lors d'une attaque suivie de représailles. Donc c'était à Yirgou. C'est ici qu'on s'arrête pour notre entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous invitons à une balade musicale. Churun loy, tena na jiri da churun loy, anu jiri da lakawa, dominu lo jiri.
Nous sommes mardi et chaque mardi, vous avez droit à votre chronique Un œil sur la société. Nous jetons un coup d'œil donc dans la société pour voir ce qui se passe et de quoi on peut parler. Aujourd'hui, nous parlons de sécurité routière avec Youssef Ouedraogo que nous retrouvons juste après ça. Bonjour à toi Youssef. Bonjour à toi. Comment ça va? Ça va un peu, la gorge est enrouée, donc on sent que la voix n'est pas tellement limpide. C'est la période, hein, ne t'en fais pas. Je peux citer au moins 2-3 personnes qui sont vraiment enrhumées. Mounira qui est en stage avec nous dans l'émission Bonjour le Faso, elle est vraiment enrhumée parce qu'elle a perdu carrément la voix. On ne peut même plus l'entendre. Adèle est enrhumée, Youssef, c'est la période, mais prompt rétablissement. Merci. Avec une bonne soupe de pintade, ça passera. Le message est passé à Madame Ouedraogo. Alors Youssef, on parle aujourd'hui de sécurité routière dans la chronique Un œil sur la société. On parle surtout de ces fêtes de fin d'année, comment assurer une bonne sécurité routière et surtout passer les fêtes de fin d'année en bonne santé et sans accident de circulation. Nous en parlons, mais avant justement de donner la parole à Youssef, nous allons suivre les avis des populations à travers ce micro-trottoir. Le comportement des autres, c'est quoi? La majeure partie des accidents, la majeure cause des accidents dans la ville de Ouagadougou, c'est dû à la vitesse. Voilà, c'est la seule cause pendant ces périodes de fête-là. Plus on filme, plus on ne prête pas beaucoup d'attention. C'est de faire moins de vitesse, voilà, et puis même si on a bu, même si on a pris de l'alcool, l'essentiel de faire moins de vitesse. Souvent, tu vas arriver d'un côté et quelqu'un il circule mal, tu essaies de lui convaincre. En ce moment, il va t'inciter beaucoup. C'est mieux que tu pars, quoi. Après, il ne faut pas que toi-même tu vas devenir même chose comme lui. Si tu t'incites, peut-être tu seras énervé et tu vas commencer à parler mal, comme de manière qu'il te parle. Donc maintenant, chacun a sa manière de vivre. Et même, selon moi, si tu vois une erreur seulement, il faut montrer. Même si la personne ne va pas accepter et tu continues ton chemin, quoi. Évitons de consommer beaucoup l'alcool et de bien circuler, prendre soin de la circulation, quoi. Voilà. Faut pas qu'on fasse la vitesse. Et surtout comme il y a les gens qui quittent le village pour venir, les commerçants, ils viennent, ils ne maîtrisent pas la circulation. C'est la prudence surtout, Voilà, surtout que les gens ne maîtrisent pas le code de la route. C'est très important aux certains citoyens de s'appliquer. Voilà, ceux qui ne comprennent pas, qui cherchent à se renseigner pour comprendre comment ça se passe. Il y a d'autres qui poussent le feu. Ils ne respectent pas ce que les autorités et la police disent de faire. Tant qu'on ne respecte pas les usagers de la circulation, on ne peut pas se respecter. Et si on emprunte une voie, on doit se mettre en tête l'objectif qu'on a besoin d'atteindre et d'autres qui veulent atteindre. Mais on doit faire tous attention pour arriver en respectant les codes de la route. Ce constat est véridique parce que en ces périodes de fête-là, beaucoup de gens s'adonnent à la boisson, ils se laissent aller par les vices et c'est dommage parce qu'ils ne font pas très bien attention à la circulation. Du coup, il y a pas mal d'accidents. Ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'après les fêtes, la vie continue. Nous devons véritablement prendre soin de nous, faire très attention à la circulation. Il y va de notre santé, il y va de notre futur. Donc, si nous sommes prudents et que nous essayons de respecter les codes de la route, nous allons nous-mêmes nous aider et aider les gens autour de nous. Et c'est la base en fait. L'essentiel, c'est d'atteindre 2022 dans la santé, dans la paix et dans le bonheur. Donc, ce sera vraiment dommage de pouvoir gâcher tout cela à cause d'un accident causé par nous-mêmes ou par des autres personnes qui sont souvent maladroits ou imprudents. Donc, je vous invite véritablement à la prudence et surtout le respect des codes de la route et ne pas trop consommer, ne pas aller dans l'excès pour ces fêtes de fin d'année. Et vivement 2022 dans le bonheur.
Inch'Allah, vivement 2022 et surtout en bonne santé. Nous disons merci à la population donc de Ouagadougou qui a bien voulu donc donner leur avis sur le thème de ce jour. Et merci à Pakisba Maria Mouedrago qui a promené son micro pour recueillir ses témoignages et ses avis. Avec Youssef, sur ce plateau, nous revenons sur le sujet. On parle de sécurité routière en période de fin d'année. Karansama, tu as entendu les avis des populations. Oui. Quels commentaires? Il faut dire déjà que la population burkinabé est souciée de la circulation routière en cette période de fin d'année. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'accidents sur les routes de Burkina Faso. Mais quand il s'agit des fêtes de fin d'année, on croit qu'il y a un génie qui est au milieu des gens, qui les amène à se cogner gauche-droite. Donc les gens nous font chaque fois prier pour que vraiment les gens prennent la situation là au sérieux pour rentrer dans la nouvelle année là en bonne santé. Il ne faudrait pas voir 2022 tout juste à côté et ne pas arriver. Donc ce qui fait que chaque fois les gens prient, les gens disent allez-y doucement, doucement, doucement pour arriver au bon port chez vous et au service. Quand c'est comme ça, chacun sera content. Mais si vous voyez déjà que vous êtes déjà dans la nouvelle année et vous commencez à sauter, à boire, à faire ce qui n'est pas commode et puis voilà, paf, à l'hôpital. Si c'est à l'hôpital, c'est encore mieux que vous allez sortir si Dieu voulant. Mais si c'est l'autre côté, ça c'est fini. Donc il faudrait faire très attention, comme la jeune dame a bien dit, prudence, prudence. Même si vous buvez, cherchez un coin, vous reposez et rentrez le lendemain. Ça me fait rire parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent boire. Oui. Bon, pour ceux qui sont à véhicule, ils peuvent boire et puis boire. Si à un moment donné, ils sentent que ça ne va vraiment pas, ils peuvent rester dans leur véhicule. Et garer d'un côté, fermer, monter les vitres et puis dormir et puis se réveiller après. Mais quand tu es à moto, bon... Est-ce qu'il faut déposer la moto quelque part et puis dormir? Non, tu peux laisser dans le maquis là. D'accord, et puis dormir au maquis. Dormir en même temps. Ok Youssef, on va revenir sur ça, mais justement, quelles précautions on doit prendre en ces périodes de fête de fin d'année lorsqu'on décide de quitter la maison pour prendre la circulation, qu'on soit à vélo, à moto ou en voiture? Les précautions qu'on doit prendre ici, déjà quand vous êtes à moto, à vélo, il faudrait essayer de vérifier les différents pneumatiques de votre engin pour voir est-ce que l'engin est en forme, est-ce que les pneus c'est bien pompé, le vélo aussi, l'état de l'engin. L'état de l'engin. Si c'est le véhicule, il faut essayer de voir les moteurs, l'eau, le freinage, tout. Parce que c'est même pas le fait de faire la vitesse. Vous pouvez sortir de votre cours avec votre engin et si le pneumatique n'est pas bien gonflé, le fait de vouloir aller très rapidement, vous croyez que c'est le guidon même qui a un progrès, ce sont les différents pneumatiques. Mais quand vous vérifiez cela, vous partez doucement. Et si c'est la voiture aussi, il y a l'eau. Si vous ne vérifiez pas l'eau et le freinage là, vous pouvez arriver en cours de circulation et dans la circulation, il y a un problème. En ce moment, c'est la panique. Mais si vous vérifiez cela avant de sortir, vous êtes quand même rassuré que l'engin n'a pas de problème. C'est à vous maintenant de vous contrôler dans la circulation par rapport à la vitesse dont on a donné dans la ville et hors de la ville. D'accord. Il faut prendre des précautions alors. Oui. Mais quel constat fais-tu concernant la circulation, surtout en période de fête de fin d'année? Quand vous prenez Ouagadougou à l'heure là, des gens se croient déjà aux anges. Voilà, ça circule, ça saute, surtout la jeunesse. Voilà, ils partent prendre les 10 ans alcool sucré là, qui est à un pourcentage élevé. C'est du jeu pour eux. Et ils s'amusent sur la route avec surtout les motos. Ça cascade, ça saute. Même il y a des tontons aussi qui se croient déjà aussi à la nouvelle année. Et avec des amis, ils vont aller s'asseoir, discuter du tout et du rien. Et en se levant aussi, au lieu de contrôler aussi l'allure, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est vrai que Dieu aide chaque fois les gens. Souvent, vous arrivez même à la maison. Il y a quelqu'un qui me disait que lui-même, il ne sait même pas comment il arrive à la maison. Il ne sait pas par quelle voie il est parti pour arriver à la maison. C'est le bon Dieu qui l'a protégé. Parce que ce qu'il a fait là, il sait que si c'est lui-même comme ça, là, il ne pouvait pas arriver à la maison. Mais Dieu l'a soulevé, il déposé à la maison. Il réfléchit par quelle voie je suis parti pour arriver à la maison. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Donc même les personnes âgées là, ils n'ont qu'à faire attention. C'est pourquoi on a en période de fête d'année, on sent qu'on est toujours dans presque l'obligation de s'offrir
des bières lorsqu'on se voit. C'est comme si forcément il faut vous asseoir ensemble, discuter, boire jusqu'à une certaine heure. C'est comme ça en fait régulièrement. Oui. À partir du 23 décembre, 24, 25, jusqu'au 31, jusqu'au 1er. Oui, jusqu'au 2, 3. Oui, c'est comme ça. Quand on voit quelqu'un, on a tout de suite envie de s'asseoir avec la personne, discuter autour d'une bière et tout. Oui, vous savez que surtout, il y a des gens qui sont rencontrés à longtemps. Surtout, nous les Karansaba là, souvent si on est en brousse et on revient à Ouaga, on se croise, ça fait 2 jours. Il faut qu'on s'assoie quand même prendre un petit pot. Ou bien les infirmiers, les infirmières, ou bien d'autres fonctionnaires aussi qui sont en province, qui reviennent à Ouaga. Pour les fêtes. Chef Ramou disait que chaque fois, pendant les fêtes là, on voit que la ville est bondée là. C'est nous autres là. Les Karansaba qui reviennent avec les coques attachées. Voilà, c'est pas ça. Parce que quand on se voit, on va s'asseoir pour discuter. Combien de longtemps on s'est vu? Voilà, mais on va s'offrir une bière. Le fait de s'offrir une bière, là, ça devient 3, 4 et ce sont les problèmes. Donc il faut limiter pour entrer vraiment dans la nouvelle année là en bonne santé. Donc tu l'as évoqué, il faut éviter les cascades, il faut éviter la vitesse et puis il faut éviter l'alcool. Bon. Surtout quand on parle aussi de mauvaise circulation, tu l'as dit, c'est la jeunesse aussi, on peut épingler plus la jeunesse. Qu'est-ce qui amène cette jeunesse-là à aller vers ça? Est-ce que c'est la méconnaissance du code de la route? Non, la jeunesse, c'est pas la méconnaissance de du code de la route plutôt. C'est la ferveur. Je suis fort. Je connais la moto. Celui même qui a fabriqué la moto ne connaît pas la moto. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils se sont donnés à l'alcool. Surtout, il y a de l'alcool dans des bouteilles où les enfants vont payer à 300 francs, à 500 francs. C'est trop alcoolisé. Les gens croient que c'est du jus, que ça donne de l'énergie. Mais quand les enfants prennent ça, ce n'est pas de l'énergie, c'est autre chose. Donc quand les enfants prennent ça déjà, quand ils se croient, ce sont les vacances. Ou bien d'autres qui étaient en province, ils étaient à l'extérieur, ils viennent de croire leurs amis. Paf, on crée un QG. Au lieu de créer le QG pour boire le thé, comme nous on le fait, avec 100 francs un peu le thé, le sucre, mais eux, le QG, c'est pas du thé. Hein. Le QG, c'est l'alcool. Les stupéfiants. Ouais, et c'est le problème. En ce moment, quand ils prennent la route, ils font ce qu'ils veulent. D'autres ne les voient plus. Hein. Ils sont sur la route, mais ils ne les voient plus. Donc, en ce moment, eux-mêmes, ce n'est pas le problème. C'est le fait d'aller percuter d'autres personnes qui sont en train de bien circuler. C'est ça le problème. Si c'est toi-même qui vas te faire toi-même, ce n'est pas un problème. On va te pleurer, mais pour toi, ce n'est pas grave par rapport à celui qui prend calmement sa route et tu viens le prendre par derrière. C'est ça le problème. Qui pour avoir sa maison. C'est ça le problème. Quel comportement on doit avoir, tout un chacun de nous, en circulation, en ces périodes de fête de fin d'année, Youssef? Il faudrait que chacun soit prudent. Quand vous sortez de chez vous, vous priez votre bon Dieu pour que Dieu vous amène où vous voulez aller et que Dieu vous ramène chez vous à la maison. Et en circulation aussi, faites attention. Respectez les différentes consignes que l'autorité donne. Vous savez que depuis le 23, 22, il y a beaucoup de FDS qui sont en circulation, qui réglementent la situation. Il y a les VDS qui réglementent la situation. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour concourir à la bonne circulation de la population. Respectez. Si vous respectez cela, et vous-même, vous dites, je dois aller mollo pour arriver, vous allez arriver. Mais si vous ne voulez pas respecter ce qu'on vous donne comme consigne, vous voulez faire ce que vous voulez, c'est ça, vous n'arrivez pas. Quand vous partez en Tromato à Yalado, si vous allez faire le décompte de ce qui s'est passé depuis le 23 jusqu'à l'heure où nous vous parlons, c'est pas bon. Donc, évitez cela pour que votre bon Dieu là vous accompagne dans la bonne année là, en santé. Ça, c'est encore mieux que de dormir à l'hôpital. C'est encore mieux. On va continuer par les conseils. Oui. Quels sont les conseils que tu peux donner à la population concernant la sécurité routière? Ce que j'ai dit à la population burkinabé, c'est d'être vraiment très prudent en circulation. Parce que le Burkinabé, il n'est pas tolérant. Il n'est pas tolérant parce que quand vous voulez traverser la voie, vous regardez à gauche et à droite avant de vouloir bouger. Il y a des gens même qui ne vous laissent même pas. Ils savent que vous avez la priorité, ils ne vous laissent même pas, ils vous coincent. Il n'est pas tolérant. Voilà, parce que chacun cédait un peu la place à l'autre, vous savez que ça allait rouler, ça allait circuler. Mais d'autres sont arrêtés, ils savent que c'est même pas où ils doivent s'arrêter. On dit que c'est la route, c'est la voie des véhicules. Vous, les vélomoteurs, vous êtes là-bas. Les gens veulent parler, vous les insulter. Comme l'autre a dit tout de suite là. Tu veux parler, dire que tant tu connais la route plus que moi? Non.
prends la voie que on t'a dit que tu dois prendre, la voie qui est réservée à ta circulation. Et vous allez voir que ça va passer, ça va rouler, chacun va avoir sa paix, chacun va rentrer calmement. Mais le Burkinabé, il est trop compliqué. D'accord, merci Karansamba, le message est passé. Non, tu as terminé. Hein. Okay. Donc merci et à mardi prochain. On te souhaite encore prompt rétablissement. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission qui s'achève maintenant. Point final pour aujourd'hui. Rendez-vous demain quand il va sonner 7h30 sur Savane TV et chez vous également. On se dit cus. Au revoir.